le pouvoir Bongo déposé. La suite, c'est quoi? Quelles leçons tirer de sorte que la transition se déroule de la manière la plus transparente, tranquille, calme et qu'on conduise le bateau à bon port? Alors, merci pour la question parce que justement, c'est une fenêtre ouverte sur l'espoir, sur le futur qui est déjà là à nos portes. Euh, je pense que c'est vraiment d'inviter tous les acteurs à la table. Les forces, euh, les forces de défense ont fait ce pourquoi ils ont été formés, ce qu'ils savent faire et on leur en sera toujours reconnaissant. Maintenant, pour la suite, oui, la transition effectivement doit se faire, comme le disait mon compatriote, sur une période relativement courte, mais il faudrait inviter tous les acteurs à la table. Donc, vraiment tenir compte de tout le monde, donc tous les acteurs politiques, les forces vives de la nation et tout, pour rebâtir ce pays. Dont vous parlez, où on voit Ali parler en anglais, déjà c'est un signe qui démontre bien qu'il est désespéré. Au Gabon, la langue primordiale, ce n'est pas l'anglais, c'est le français. Donc on voit très bien qu'il ne s'adressait pas aux Gabonais, il s'adressait à des gens, je ne sais où, peut-être le Nigeria, peut-être même les Anglais, puisqu'il est rentré dans le but à faire rentrer le Gabon dans le Commonwealth. Bon. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il dit bien, ils m'ont séquestré. Ils m'ont, c'est qui il ne dit pas exactement, et il demande il fait appel à ses amis. Ils viennent juste de nous dire, 30 minutes avant, qu'il a gagné à plus de 64% du vote des Gabonais. Pourquoi il n'appelle pas les Gabonais pour le sortir de la situation dans laquelle il se trouve? Il le fait très bien parce que quand même il est malade, il est conscient que les Gabonais ne l'aiment pas. Il est conscient à ce moment précis que l'aide qu'il demande ne peut pas venir de l'intérieur, ça ne peut venir que de l'extérieur en fait. Et donc, c'est triste, mais je pense qu'il a été manipulé par ses proches. Ils ont fait n'importe quoi, n'importe comment, à n'importe quel moment, en son nom. Et je salue le courage d'Olivier de l'avoir déposé et d'arrêter toute cette mascarade-là, parce que le Gabon ne pouvait plus continuer dans cette lignée-là. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous trouver sur Télar TV. Avec moi sur ce plateau, Franck Joctan. Vous êtes citoyen franco-gabonais américain, activiste politique et défenseur des droits de l'homme. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir sur votre plateau. Merci. Nous avons également Stéphanie Padonou, coordonnatrice adjointe du Conseil gabonais de la résistance du Canada. Vous êtes également présidente de la coalition de lutte contre les biens mal acquis du Canada. Bonjour. Bonjour, Monsieur Perrin. Bonjour, chers téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons évoquer la situation politique du Gabon, notamment la chute du régime Bongo survenu suite à une prise en main de la situation politique gabonaise par les militaires juste après la proclamation des résultats de la présidentielle du 26 août dernier, de manière globale. Et c'est par là que nous allons commencer. Quelle lecture faites-vous de ces derniers événements survenus au Gabon? La parole à qui voudra la saisir au premier? Je suis très, très heureux de ce qui se passe au Gabon. C'est un rêve que beaucoup de Gabonais ont eu, c'est de voir le Gabon libre. Le Gabon libéré du système Bongo PDG, le Gabon libéré des Bongos. Euh, comme je le disais, comme je le dis souvent à plusieurs personnes, je suis né en 1969 et quand je suis né, il y avait Bongo Père qui était au pouvoir. Aujourd'hui, je suis sur le point d'avoir 54 ans et la famille Bongo était encore, il y a de cela une semaine au pouvoir. C'est trop pour les Gabonais et c'est trop demander aux Gabonais d'accepter encore qu'une telle famille puisse nous gouverner. Donc, ce qui se passe, pour moi, je suis heureux. Mais j'ai quand même des questions parce que je suis démocrate fondamentalement. Donc, je pense qu'il est important que dans un pays, c'est le peuple, le leader du pays doit émaner du peuple. Alors, Stéphanie Padonou, c'est vraiment une libération du Gabon, vous le pensez, ou il y a encore une emprise quelque part dont il faut voilà, se débarrasser?
Pour ma part, et je pense que c'est quand même assez généralisé, comme l'a dit Franck, en fait, on est tous heureux au moins de s'être, comment dire, d'avoir pu nous libérer en fait de cette emprise, parce que une même famille depuis plus d'un demi-siècle, c'est voilà, c'est beaucoup, c'est long, c'est très long. Maintenant, c'est sûr qu'une fois que cette liesse est passée, cette joie et tout, on se rend compte en fait de l'ampleur du travail à faire parce que, comme je le dis, après plus d'un demi-siècle et tout de ce genre de gouvernance, ben, il y a beaucoup de choses qui sont à revoir, à rebâtir, à faire, à refaire. Et donc, c'est sûr que ça ne doit pas gâcher la joie quand même qui est palpable partout dans la population. Mais maintenant, effectivement, c'est vraiment d'être à l'écoute de cette population. Donc, ce n'est qu'une étape. La première étape, en fait, c'est le début de quelque chose. C'est ce que l'on veut croire et de quelque chose de positif, mais en considérant, bien entendu, la volonté du peuple. Évidemment, nous allons probablement nous concentrer sur le coup d'État, c'est comme ça qu'on appelle ça. D'autres appellent ça une révolution. Mais avant, je voudrais qu'on aborde d'abord une situation, la situation socio-économique du Gabon. Avant, bien sûr, la chute des Bongo, probablement qu'elle va nous permettre de bien comprendre la situation, ce qui se passe. Et pour cela, nous nous intéresserons sur un cas tout à fait frappant. C'est celui des mal d'argent. J'avais dit valise d'argent que nous avons vu en image, qui circule d'ailleurs, devenu viral. Et donc voici le reportage et on revient pour commenter. Suivez. Les dernières 24 heures à Libreville auront été très mouvementées. Après l'annonce à l'aube de la prise du pouvoir par l'armée gabonaise, s'en est suivi l'arrestation de plusieurs collaborateurs du président déchu, Ali Bongo Ondimba, et de son épouse, Sylvia Bongo Ondimba. Ces derniers sont accusés de malversation financière, blanchiment d'argent, falsification de la signature du président de la République, vente de stupéfiants, spoliation du patrimoine de l'État, entre autres. Dans l'un des bureaux stratégiques du chargé de mission de la première dame Kim Woo, des cantines d'argent, difficiles à justifier pour le détenteur. Et cette pièce avait été mise à disposition de la cellule financière et ils ont les clés du coffre, ils entrent, ils font ce qu'ils ont à faire. Donc, vous n'êtes pas au courant du montant qu'ils manipulent. Le montant exact, je ne le connais pas. Et vous savez quand même à quoi servait cet argent. À quoi servait cet argent, oui. Normalement, c'est le bureau attaché directement à la personne de la première dame. Comment justifiez-vous autant d'argent après? Comment voulez-vous que je justifie, puisque je ne suis pas au courant qu'il en restait même. Le domicile, c'est chez vous, même si vous êtes locataire. Oui, oui, oui. Mais donc vous connaissez tout ce qui se trouve dans la maison en principe. Je sais qu'il y a un coffre, je sais qu'il y a ce champ, je sais que c'était de l'argent, bien sûr. Yann Goulou, directeur de cabinet de Nourdine Bongo Valentin, figure lui aussi au nombre des arrestations du jour, avec en sa possession plus de 4 milliards de francs CFA, plusieurs biens matériels, immobiliers et des parkings, à couper le souffle. Oui, c'est retrouvé chez moi, oui. Quelle est l'origine de ce argent? C'est des fonds de campagne. Des fonds de campagne. Oui. Et combien? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils ont dû compter, je ne sais pas. Une estimation? Je saurais vous dire. Je saurais vous dire, c'est les valises, comme ça je ne sais pas combien de valises contient, donc je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas. Ça a été retrouvé dans quelle pièce? Dans le chose, c'était dans le salon. Dans la pièce, au milieu. Est-ce que vous êtes banque pour justifier? Vous êtes une banque pour justifier ou pas? Non, non. Enfin, je ne vais pas rentrer là. Si je comptais, c'est pas... non. Bon, faut dire que même l'origine, je comptais. Le comité pour la transition et la restauration des institutions dit vouloir redonner au Gabon ses lettres de noblesse, restaurer la cohésion sociale et ramener l'espoir dans le pays tout en le construisant. Est-ce que tu réalises ça? Alors, Stéphanie, je préfère m'intéresser d'abord à toi parce que, évidemment, tu es aussi présidente de la coalition des biens mal acquis. Nous voyons là des mallettes d'argent. C'est-à-dire, moi, je vais vous dire la vérité, hein, depuis ma naissance, je n'ai jamais vu ça. C'est une première fois pour moi de voir un tel truc. J'entendais parler des valises d'argent,
qui circulaient entre ben, voilà, les régimes totalitaires. Mais cette fois-ci, j'ai vu au moins en image. Si je n'ai pas touché, mais j'ai vu en image. Alors, lorsqu'on est en face de ces tels éléments, pour vous qui combattez les biens mal acquis, qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Euh, c'est difficile à dire, mais je vais être franche avec vous. Quand j'ai vu les premières images, je me suis dit, waouh, si c'est ce que nous voyons, euh, qu'est-ce que nous n'avons pas vu d'autre derrière? Parce que quelque part, je pars du principe que ce qui est montré à la population n'est peut-être pas tout ce qu'il y a. Mais bon. Euh, et là, forcément, tout de suite, l'autre pensée, c'est face à ça, euh, la population qui n'a même pas d'eau, la population qui a du mal à se nourrir. En fait, dans un si petit pays où on n'est pas nombreux, une si grande inégalité, en fait, euh, complètement aux antipodes et tout, c'est quasiment inimaginable. On a du mal à le réaliser parce que, comme vous disiez, pour beaucoup d'entre nous, on n'a jamais vu autant de billets, autant d'argent. Et juste, comment dire, une petite anecdote, c'est que bon, dans les rues de Libreville et de certaines villes et tout du Gabon, il y a des guichets automatiques, des guichets de banque et tout. Mais très souvent, on entendait nos proches dire ah, mais c'est bizarre, oh, il manque de billets dans les guichets. Et quand j'ai vu ça, j'ai repensé en fait à cette anecdote en me disant ben là, je comprends mieux pourquoi. Apparemment, il y avait peut-être moins de billets en circulation. Donc, c'est vraiment, c'est ahurissant en fait. C'est difficile à réaliser. Très difficile à réaliser parce qu'évidemment, parmi ceux qui ont été saisis, tout de même les premiers membres du régime qui ont été saisis, je pense ici à Mohamed Ali Saliou, c'est comme ça qu'on l'appelle, le directeur, je crois, du cabinet adjoint. Il a que 28 ans et savoir que chez lui, on pouvait retrouver plus de 4 milliards liquides. Comme qui dirait, ça c'est son argent de poche. J'imagine qu'il a encore d'autres comptes bancaires ailleurs. Après, on se pose la question, comment est-ce qu'à 28 ans, on peut être gavé jusqu'à ce niveau-là? Je voulais un peu qu'on s'intéresse finalement à la situation socio-économique du Gabon, Franck. Est-ce qu'on peut en parler? Quelle était-elle avant la chute, bien entendu, du régime Bongo? On a toujours dit que le Gabon est un pays riche. Et c'est vrai, le Gabon regorge de richesses. Mais quand on regarde bien la vie des Gabonais et des Gabonaises, on voit très bien qu'il y a une précarité qui ne dit pas son nom. Quand j'ai vu ces billets, pour répondre aussi un peu à ce que ma compatriote a dit, c'était ahurissant et non seulement ahurissant, c'était aussi aberrant. Parce que les gens ont du mal à se soigner. Aujourd'hui, même les hôpitaux qui sont supposés soigner les Gabonais sans qu'ils payent ne peuvent même plus le faire, tout simplement parce que l'État n'est pas en mesure de payer les organismes sociaux au Gabon. Maintenant, nous comprenons pourquoi. Parce que l'argent a été en fait pris par des hommes et des femmes qui n'avaient ni l'intérêt du Gabon à cœur, ni l'intérêt du peuple gabonais. Et pour moi, c'est très grave. C'est très grave parce que ils ont plongé le Gabon dans une précarité qui ne dit pas son nom. Aujourd'hui, il y a des enfants qui ont perdu leur rêve, c'est-à-dire la possibilité d'aller à l'étranger ou de faire des grandes études. Ils ne l'ont pas, tout simplement parce que ces gens-là se sont gavés. À l'époque de Omar Bongo, il y a eu des détournements massifs aussi, mais c'était des détournements qui étaient à des centaines de millions. Ces jeunes-là, comme vous avez si bien dit, qui ont 28 ans, 30 ans, eux, c'est à coup de milliards qu'ils sont en train de délapider les caisses de l'État. Et donc, en tant que Gabonais, je suis touché et ça me fait très mal parce qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui auraient pu améliorer leur vie, tout simplement si on vivait dans une société qui était équitable. Merci, Franck. Stéphanie, parle-nous le système macroéconomique. On nous dit que c'est un pays pauvre. C'est cela. Curieusement, un pays qui regorge pourtant beaucoup de richesses. On parle du pétrole, du manganèse, on parle de tout ce qu'il y a autour. Et nous avons vu ces mâles d'argent et autres. Comment, quelle analyse faites-vous de cette différence, j'allais dire, de ce hiatus, de voir un petit clan bourré des milliards et de l'autre côté, la grande population qui en réalité est une petite population de 2 millions.
300 000 Gabonais qui croupissent dans la misère. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ben, je pense que la réponse est même dans le choix de mes combats. Comme vous l'avez dit, je suis présidente de la coalition de la lutte contre les biens mal acquis. Pourquoi? Parce que quelque part, justement, c'est cette inégalité-là, ce sont ces inégalités-là qui sont venues me chercher. Et quelque part, il est inadmissible d'un côté, justement, que nous savons, vous l'avez bien dit, vous l'avez rappelé, que nos pays en Afrique centrale, Congo, Gabon, en tout cas un certain nombre de pays, nous avons été bénis par Dieu. Nous regorgeons de ressources naturelles. Donc, en fait, pays riche, population pauvre. Et ça, comment dire, c'est quelque chose qui s'est installé au fil des décennies, mais qui n'a pas de sens. Et donc, là, en fait, ce que je me dis, c'est que il aurait suffi d'une meilleure gestion pour que tout le monde puisse bénéficier justement du minimum, le minimum vital, le minimum dont une personne ait besoin. Dans la pyramide de Maslow, il est besoins primaires, mais ça, normalement, tout le monde aurait pu les assouvir, en fait, si la répartition avait été correctement faite. Et ça n'aurait même pas empêché que certains puissent en avoir plus que d'autres, mais au moins que les besoins de base puissent être comblés, c'est-à-dire la santé, se nourrir, la santé, se loger, l'éducation. Il y a des besoins qui sont de base. Et comme vous avez dit, dans le cas du Gabon, qui est très spécifique, nous ne sommes pas nombreux. Donc, ça n'aurait pas été si difficile de faire une répartition juste et équitable. Et c'est vraiment ça comment dire, qui est le malheur du Gabon, qui vient rajouter encore à la misère que l'on vit en fait. Parce que ça n'aurait pas demandé grand-chose, juste une volonté de meilleure gestion. Juste une volonté de meilleure gestion. Et maintenant, comment allez-vous réorienter votre combat puisque le régime que vous combattez, je crois, est tombé? Est-ce que ça s'arrête ou ça continue et sous quel angle? Attention, je tiens à le dire, le combat tel que nous le menons, parce que c'est ça, on est plusieurs et tout, ce n'est pas un combat contre un individu. Parce que effectivement, à un moment donné, il y a, comment dire, des symboles qui justement représentent certaines luttes et tout. Mais Ali Bongo, ce n'était pas, oui, lui, on est vraiment content et heureux qu'il soit parti, ça ne veut pas dire que c'est la fin de la lutte. Pourquoi? Parce qu'il y a tout un système. Et quelque part, justement, qui dit système dit plusieurs individus, plusieurs acteurs. Donc, quelque part, là, pour l'instant, avec ce qui se passe actuellement dans mon pays, comme vous l'avez dit, bon, malheureusement, les Occidentaux ou bien certains, c'est vrai, on va parler dans un langage courant de coup d'État, mais nous, au niveau du pays, on parle plus de libération du pays, on va parler d'opération dignité, on va parler de restauration de la dignité. Parce que quelque part, on avait besoin de passer par là. Mais une fois que c'est fait, est-ce que ça veut dire que le système est tombé? C'est là où il faut se dire, ce n'est que la première étape, comment dire, d'un processus. Là, on observe, on voit ce que le général Oligui est en train de faire, jusqu'où il va aller. On regarde, mais également, on veut rappeler que c'est quelque chose, c'est un travail qu'on doit faire ensemble. Il doit rester à l'écoute de la population pour que effectivement, comment dire, cette opération puisse demeurer en fait cette opération de dignité, de respect, en fait, tout en restant à l'écoute en fait de la population. C'est vraiment ça, parce que la volonté du peuple, c'est ce qui doit guider en fait chaque action. Donc, c'est sûr que le combat ne s'arrête pas là, non, parce que même tout l'argent qu'on est en train de, comment dire, de trouver, de découvrir, ben, il faut savoir comment le gérer, il faut savoir qu'est-ce qu'on va en faire, il faut savoir justement comment. En fait, ce n'est que le début. C'est une étape très importante, mais pour moi, ce n'est que le début. Donc non, le combat ne s'arrête pas là, bien au contraire. Il va juste prendre Le une combat autre ne tournure. s'arrête pas là.
Évidemment, merci Stéphanie. Alors, je reviens donc vers Franck. Tout à l'heure, vous disiez que vous étiez très heureux d'ailleurs de ce qui se passait au Gabon, du fait que le régime Bongo, qui a longtemps maintenu les Gabonais, j'allais dire, sous la misère, est parti. Une première étape de la lutte. Mais évidemment, nous savons désormais, et on vient de le rappeler tout à l'heure, que le général Oligui Nguema, le patron donc de la garde présidentielle, d'Ali Bongo, qui vient de prendre, disons, la gestion en main, puisqu'il a été désigné finalement comme président de la transition au Gabon. Est-ce que réellement le peuple gabonais est libéré? Sinon, est-ce qu'on va craindre finalement aller vers j'allais dire, une divergence entre les militaires qui ont pris le pouvoir et la population qui continue à attendre voir leur candidat devenir président? D'accord. C'est une très bonne question. Pour moi, la lutte n'est pas terminée. Elle ne fait que commencer et je pense que tous les Gabonais épris de justice et de liberté doivent être attentifs et pouvoir sauvegarder les acquis que nous avons obtenus la semaine dernière. Je pense que c'est un premier pas de nous débarrasser de cette famille qui gouverne le pays pendant plus d'un demi-siècle. Mais je pense qu'il faut qu'on continue à lutter parce que pendant très longtemps, les Gabonais ont été mis à la marge de ce qui se fait au Gabon. Et moi, ce que j'aimerais voir avec beaucoup d'autres Gabonais, c'est qu'on mette les Gabonais au centre de ce que l'on fait au Gabon. C'est-à-dire que je veux voir dans ce pays que les intérêts du Gabon et des Gabonais puissent avoir la primauté. Je veux que l'on se focalise d'abord sur ce peuple qui a été meurtri pendant plusieurs années. Et c'est là où je pourrais juger si réellement cette libération a été sincère. Donc, j'observe le général Oligui, c'est une transition. Donc, qui parle de transition dit que c'est supposé être une période courte. Donc, oui, les militaires ont pris le pouvoir. Et donc, en ce moment, c'est eux qui doivent mettre tout en marche pour que le pays soit mis sur les rails. Et j'espère qu'ils vont être sensibles aux doléances du peuple. J'espère aussi qu'ils vont s'entourer d'hommes et de femmes civils, oui, des civils, parce que l'armée n'est pas supposée développer un pays. L'armée est supposée protéger un peuple, protéger la nation, protéger les biens de cette nation, mais pas de générer la prospérité pour un peuple. Donc, il est important que ceux qui ont pris le pouvoir puissent être sensibles non seulement à l'aspiration du peuple gabonais, mais aussi écouter toute la société civile, et écouter les politiciens et ensemble réellement créer un système qui permettra au prochain président du Gabon de ne jamais utiliser le pouvoir qui lui a été légué par les Gabonais pour son propre intérêt. Alors donc, si j'ai bien compris, c'est un message qu'on envoie finalement aux militaires qui sont désormais au pouvoir, qui n'ont pas droit à une autre erreur parce que les Gabonais ont tellement souffert qu'ils ne voudraient plus retomber évidemment dans cette même situation. Stéphanie Padonou, vous êtes président de la coalition de lutte contre les biens mal acquis. Nous avons vu sur les images, et nous avons d'ailleurs commencé notre émission par ce reportage, vous avez vu, c'est mal d'argent, c'est beaucoup trop d'argent. La preuve, c'est que même les propriétaires, s'il faut les appeler comme ça, ne connaissent même pas le montant qu'il y a. Donc, voilà, pour eux, c'était prendre l'argent et puis stocker, tant pis pour ce qui pouvait arriver. Est-ce que c'est aussi dire que vous allez désormais porter une attention toute particulière sur la suite de ce qui va se passer avec déjà ce qu'on a trouvé, c'est-à-dire les procès qui vont suivre, question d'exiger des procès équitables pour que finalement les auteurs soient vraiment punis, parce que je le dis simplement, et tout à l'heure je l'ai rappelé, celui qui est à la tête de la transition, c'est un parent. Et nous savons en Afrique comment ça se passe. Le soir, c'est probablement un conseil de famille qui aura lieu pour dire, écoute, fais ci, fais ça, ce sont des parents, c'est madame, qu'est-ce que tu en penses? Après, bon, voilà, on va les retrouver libres, dans Libreville. Alors, pour répondre à cette question, cette interrogation qui est légitime, il y a deux façons de voir, il y a deux angles de vue. C'est vrai que si on considère la proximité du général Oligui avec la famille Bongo, forcément,
c'est inquiétant, ça fait peur. Parce que quelque part, comme vous venez bien de le dire, on est des Africains et on se dit, est-ce que ce que l'on voit est réellement derrière ce qui est? La question est légitime. Il y a également une autre façon de penser qui est de se dire, OK, quand on voit l'ampleur de la situation, est-ce que réellement quelqu'un de l'extérieur qui ne connaît pas les plans de votre maison, qui n'est jamais rentré dans votre maison, saura exactement où est-ce que vous cachez telle ou telle chose? Ceci pour dire que c'est comme un couteau à double tranchant, en ce sens que quelque part, parce que justement, je pense, de par sa proximité, il y a des actions qui peuvent être posées dans un laps de temps assez court. Actions que je me dis que des tierces personnes, nous en l'occurrence, qui sommes peut-être loin de certaines réalités, puisque bon, même autant d'argent, on n'en avait jamais vu, mais ça aurait peut-être pris plus de temps. On n'aurait peut-être pas abouti au même résultat. Donc, de ce fait, il faut accorder le bénéfice du doute d'une certaine façon. L'autre chose, c'est que on suit vraiment de très près toutes les actions et une fois que l'euphorie est passée, c'est sûr que, comme on le disait, la population veut voir c'est quoi la suite. C'est vrai que quelque part, déjà, il y a une chose aussi, une parenthèse que je veux faire, que je veux vraiment saluer cette opération qui s'est déroulée sans effusion de sang. Ça, c'est une chose qui nous tenait à cœur, nous les Gabonais, parce que nous savons c'est quoi perdre des compatriotes. Donc, partant de là, oui, on est satisfait, mais oui, on regarde. Et là, il y a justement le général qui disait, je prends un exemple simple, OK, là, on va essayer de voir, par exemple, les contrats qui ont été donnés pour des routes, pour construire des écoles et tout, et ce qui n'a pas été fait, on met les personnes en prison. On récupère l'argent. Donc, en fait, c'est que quelque part, il y a une façon de penser qui, si vraiment elle est mise en pratique, qui va un petit peu dans le sens de ce que l'on veut, dans le sens où plusieurs contrats ont été octroyés, il y a de l'argent qui a été en circulation et tout, c'est sûr qu'on va demander des comptes, on doit demander des comptes. Et quelque part, ça vient poser une autre question, la question de la restitution, en ce sens que comment on récupère cet argent, qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on l'a récupéré, parce que c'est de l'argent public, donc il doit être injecté à nouveau dans, comment dire, pour la population, mais de quelle façon? Et tout ça, ce sont des questions qui doivent être étudiées, mais avec toutes les forces vives en présence. Donc, en fait, à la table de travail, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ce n'est que le début d'un processus, mais il y a beaucoup à faire, parce que oui, on se retrouve face à certains milliards, mais ces milliards-là, c'est de l'argent public. Qu'est-ce qu'on en fait? Donc, là maintenant, comment dire, on s'intéresse à la suite pour s'assurer que la gestion dont on a tant rêvé puisse enfin être effective. Mais à partir de là, en fait, donc il y a des corrections à apporter, il y a des sanctions à apporter, mais il y a récupérer tout cet argent-là, en fait. Donc c'est un peu ça, c'est que on prend conscience de l'ampleur de la tâche, mais ça, nous, on était préparés, on le sait, on le voit, mais c'est vraiment toujours en fonction de toutes les étapes qu'il y aura à faire, de toujours tenir compte des besoins de la population. Et c'est pour ça que la façon dont les choses vont évoluer, ça va déterminer un petit peu le sentiment, en fait, vis-à-vis du général Oligui. Franck, je vais donc revenir vers toi. On est en train de parler finalement de la récupération des biens mal acquis. Ça se passe au Gabon. Et je lisais d'ailleurs un article où le jeune Aliou, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui n'a que 28 ans, était devenu le mania de l'immobilier. Ça m'a même surpris à quel âge. Je me posais donc la question de savoir à quel âge il a commencé à faire les affaires. Mais bon, comme venait de le dire Stéphanie, donc probablement que sa coalition va suivre les choses de près, comment va évoluer la situation, notamment au niveau des biens mal acquis, comme on l'a dit. Mais revenons sur une déclaration faite, bien entendu, par le général Oligui Nguema, qui disait, donc le nouvel homme fort de Libreville, il disait que Ali Bongo est envoyé à la retraite. Que peut-on comprendre par là? Très bien, je m'attendais à cette question et je suis heureux qu'elle ait finalement tombé.
C'est vrai qu'il y a une proximité entre le général Oligui et Ali Bongo. Les gens disent que c'est son cousin. Bon, je ne rentrerai pas trop dans ça, mais ce que je sais, parce qu'il l'a dit lui-même à la société civile gabonaise, que, en fait, plusieurs fois, l'armée a remis en question le gouvernement en place en leur disant que la voie que vous êtes en train de suivre en ce moment, c'est au détriment du peuple gabonais, au détriment du Gabon, et qu'il fallait s'arrêter et revisiter les décisions que ce gouvernement-là prenait. On a dit à l'armée qu'ils étaient des soldats, c'était des militaires, et qu'ils ne devaient pas s'occuper des choses de l'État. Donc, et même quand ils ont tripatouillé la constitution gabonaise, l'armée, encore une fois, a sonné la sirène d'alerte et leur a dit que, attention, on fait fausse route. Mais l'État s'est campé sur sa position. Donc, quand Oligui dit qu'il dépose Ali ou qu'il le met à la retraite, c'est parce qu'il y a eu des discussions. Mais apparemment, Ali et ses gens ont décidé que non, ils vont s'imposer par la force. Il y a la rumeur qui court qu'en 2023, Ali Bongo voulait refaire la même chose qu'il a fait en 2016. Parce que quand vous voyez des milliards dans les maisons de chacun et de chacune, c'est parce qu'ils se préparaient non seulement à soudoyer l'opposition ou à soudoyer des gens, mais c'était de s'imposer au pouvoir. Parce que pour eux, gagner de l'argent aussi facilement, pour rien au monde, ils ne voulaient que ça change. Sauf que le général Oligui a pris ses responsabilités. Et donc, il a décidé de déposer Ali Bongo. S'il ne l'avait pas fait, on aurait eu un bain de sang au Gabon. Parce que, comme je dis, il y a un sentiment anti-Bongo qui est très fort. Un sentiment où les Gabonais veulent quelque chose de nouveau. Ils veulent être libérés de cette dynastie, être libérés de cette oppression-là. Donc, Oligui était confronté à soit accomplir la volonté du peuple ou faire des choses dont lui-même il n'était plus convaincu. Et la vérité, c'est que si Oligui ne s'était pas mis du côté du peuple gabonais, je pense que lui-même, si Alice avait pu être pérennisé au pouvoir, il aurait été victime. Il aurait été comme Toumpa, qui est un autre général qu'on a mis en prison, ou comme les Blas qu'on a mis en prison, quand bien même ils étaient avec Ali Bongo et son équipe avant. Donc, tout simplement pour dire, il a choisi de le mettre à la retraite. C'est-à-dire, j'avais dit qu'on faisait fausse route, on vous l'a dit plusieurs fois, vous n'avez pas écouté, donc on vous impose la retraite que vous n'avez jamais acceptée, en fait. Mais là où je pense que l'on doit souligner, c'est que ce n'est pas une retraite dorée. Parce que je pense qu'Ali Bongo, il y a des signes forts qu'il est en train d'envoyer, c'est que les personnes qui ont détourné de l'argent, non seulement ils ont été arrêtés, comme par exemple Noureddine, il a été arrêté pour ce qu'il fait, et on lui a même accusé de haute trahison contre l'État, parce qu'ils ont forgé la signature du chef de l'État, ils ont pris des décisions au nom du président. Et ça, c'est très grave. Donc, il est en train de nous montrer, petit à petit, qu'il est sincère et qu'il est attentif au peuple gabonais. Et justice sera faite. Donc, retraite dorée pour Ali Bongo, je ne le pense pas. De toute manière, depuis 2018, Ali Bongo n'est plus lui-même. Donc, quand il dit je l'ai mis à la retraite, c'est qu'il a besoin de se faire soigner, il a besoin d'être dans un endroit sécurisé et non gouverner le Gabon. Et ça, il l'a fait non seulement pour lui-même, mais pour nous tous. Et pour cela, je suis reconnaissant envers ce général. Évidemment, lorsque vous rappelez que finalement l'armée a commencé à dire à Bongo ou à Ali Bongo qu'attention, la route que nous prenons n'est plus bonne, il faut peut-être s'arrêter, revoir les choses, et que l'armée n'était pas écoutée, à ce moment-là, on va s'intéresser à quelque chose que vous venez d'ailleurs d'évoquer tout à l'heure, c'est le faux usage de faux, puisqu'on en a aussi parlé, c'est-à-dire à un moment donné, on a bien l'impression que finalement Ali Bongo ne contrôlait plus rien. Tout était finalement fait par, ce sont les bruits qu'on entend désormais, soit par sa femme ou par son fils, qui commençait à imiter même sa signature. Est-ce qu'on peut penser que finalement Ali Bongo est tombé dans un piège, malheureusement pour lui, dans son état de santé d'ailleurs, lorsqu'on regarde, il faut dire la vérité, c'est qu'il ne contrôle plus rien, même quand on l'affiche. Est-ce que ça a été comme un abus finalement de sa famille qui a dû abuser aussi d'Ali Bongo en l'affichant au devant de la scène et profitant de cette situation pour faire tout ce qu'ils étaient en train de faire et ne même pas vouloir s'arrêter comme on le leur demandait? Ben, sincèrement,
je pense que c'est évident. C'est évident pour tout le monde. Vous savez, plutôt, je parlais de restauration de notre dignité. Pourquoi? Parce que, alors, je vais me faire écho des différentes pensées populaires qu'il y a, selon toute vraisemblance et tout. En tout cas, bon, Ali a eu un ou deux AVC et qui ne l'ont pas laissé indemne. Pour plusieurs personnes, il est même décédé. Et pour d'autres, OK, comment dire, il est dans l'état qu'on a vu, malheureusement, qui était à déplorer. Qu'il soit malade ou qu'il soit décédé, je pense que pour occuper des fonctions de chef d'État, il y a des normes. Il faut être en totale capacité physique et intellectuelle, chose qui n'était pas le cas d'Ali Bongo, quelle que soit l'option que l'on veut prendre, vivant ou mort, ce n'était plus son cas. Si effectivement on considère, partant de ça et tout, mais il est évident de se dire, et c'est pour ça que je parlais de système et non pas d'individu, parce que lui, il était fini depuis un moment, ne pouvant plus faire quoi que ce soit. Par contre, autour de lui, il fallait maintenir cette image d'Ali Bongo, coûte que coûte. Pourquoi? Pour pouvoir justement manipuler. Donc, à la limite, ça devenait facile de faire dire, faire faire ou faire prendre des décisions à ou un individu mort ou un individu, bon, qui n'avait plus toutes ses capacités. D'où effectivement votre question qui est légitime, est-ce que sa famille l'a manipulé? À cette question, on en est tous persuadés, mais c'est-à-dire que si ça ne s'était arrêté que à leur niveau, au niveau familial, pas de problème. Mais à ce niveau-là, à ce stade-là, ça a des conséquences nationales, ça a même des conséquences internationales, parce que finalement, le Gabon s'est retrouvé dans des situations à prendre des décisions qui ne représentaient pas du tout, mais du tout, la volonté même des Gabonais eux-mêmes. Mais tout ça peut-être parce que derrière, il y avait un ou deux individus ou un groupe d'individus qui ne voyaient que leur intérêt. Mais à quel prix? Parce que quelque part, ça peut paraître gros, mais ça aurait même pu aller jusqu'à provoquer certaines guerres ou nous mettre vraiment comment dire, face à certaines situations qui ne représentaient pas la volonté des Gabonais. Et c'est là où je dis, je salue encore une fois justement le geste du général Oligui, parce que je ne sais pas jusqu'où ça nous aurait amené, mais on aurait vraiment pu se retrouver au niveau international dans des postures qui n'ont pas de sens et à devoir justement gérer des situations qui ne nous représentaient pas du tout. Donc, pour cette part, je me dis, au moins, on a mis fin à cette mascarade et c'était trop gros. C'était vraiment trop gros. Donc, quelle que soit la réalité derrière, et même, entre parenthèses, ça, je vais me faire écho de la population, c'est que on a déjà eu ça dans le passé, un chef d'État décédé, mais il faut se poser la question comment on gère ça. Et donc, durant ce temps-là, on essaye de créer le leurre par rapport à la population. Oui, d'accord, mais ça se fait sur un petit temps. On ne peut pas le faire tout le temps et pas à cette ampleur. Donc, c'est oui, la famille, ses proches l'ont manipulé à notre détriment, nous, la population. Oui. Je me retourne vers Franck, simplement parce que nous avons entendu, vous l'avez dit, hein, la posture n'était pas assez bonne pour la dignité d'ailleurs de l'homme. Ali Bongo qui disait je suis en état d'arrestation, je ne sais pas ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive, je ne comprends rien. On m'a arrêté, je suis chez moi, l'enfant est à côté, ma femme est à côté. Et là, c'est l'image toute faite hein, pour comprendre que finalement, même tout ce qui est en train de se dérouler ces jours-ci, apparemment, Ali Bongo n'est pas conscient de ce qui se passe. Et c'est là que je me disais, parce que bien avant aussi, je ne sais pas, bon, après vous nous direz si c'est vrai ou faux, d'aucuns commençaient à dire qu'à un moment donné, Ali Bongo a eu même à déclarer qu'il a passé pratiquement 5 ans sans savoir ce qui se passait au pays. Et c'est là qu'on parle finalement de cette famille qui a dû manipuler. Est-ce que c'est ce qui aurait poussé finalement le général Oligui à prendre les choses en main pour limiter les dégâts, comme venait de le dire Stéphanie? Tout à fait, tout à fait. Cette vidéo dont vous parlez, où on voit Ali parler en anglais, déjà c'est un signe
qui démontre bien qu'il est désespéré. Au Gabon, la langue primordiale, ce n'est pas l'anglais, c'est le français. Donc on voit très bien qu'il ne s'adressait pas aux Gabonais, il s'adressait à des gens, je ne sais où, peut-être le Nigeria, peut-être même les Anglais, puisqu'il est rentré il a fait rentrer le Gabon dans le Commonwealth. Bon. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il dit bien, ils m'ont séquestré. Ils m'ont, il, c'est qui il ne dit pas exactement, et il demande il fait appel à ses amis. Ils viennent juste de nous dire, 30 minutes avant, qu'il a gagné à plus de 64% du vote des Gabonais. Pourquoi il n'appelle pas les Gabonais pour le sortir de la situation dans laquelle il se trouve? Il le fait très bien parce que quand même il est malade, il est conscient que les Gabonais ne l'aiment pas. Il est conscient à ce moment précis que l'aide qu'il demande ne peut pas venir de l'intérieur. Ça ne peut venir que de l'extérieur, en fait. Et donc, c'est triste, mais je pense qu'il a été manipulé par ses proches. Ils ont fait n'importe quoi, n'importe comment, à n'importe quel moment, en son nom. Et je salue le courage d'Olivier de l'avoir déposé et de l'avoir déposé et de l'avoir arrêté et d'arrêter toute cette mascarade-là. Parce que le Gabon ne pouvait plus continuer dans cette lignée-là. Et je salue aussi ce que ma compatriote est en train de dire. C'est-à-dire pour le Gabon, on était devenu ridicule dans le monde. C'est-à-dire qu'un chef d'État représente une nation. Mais là, on voyait un Ali Bongo fébrile, donc par conséquent, ça reflétait aussi sur nous tous, que nous étions une nation fébrile, une nation qui n'est pas certaine, une nation qui se cherche. Et je pense, et je le souhaite de tout cœur, que Oligui va nous ramener notre dignité, va nous permettre d'être fiers d'être Gabonais à nouveau, et que tout ce qui est en train de se passer en ce moment ne se passera plus. Et il y a des signes qui montrent bien, car il a dit qu'une nouvelle constitution sera faite, et que dans cette constitution-là, elle sera faite de telle manière qu'aucun autre président au Gabon ne pourra venir et la tripatuer et lui faire dire ou faire des choses que les Gabonais en général ne veulent pas. Merci. On est donc à la fin de notre émission. On va conclure. Alors, vous avez dit qu'il a probablement été manipulé, mais qui se ressemble probablement que ceux qui l'ont manipulé se sont servis évidemment de ce qu'ils ont appris autour d'Ali Bongo. Pourquoi pas? Et le pouvoir Bongo déposé. La suite, c'est quoi? Quelles leçons tirer de sorte que la transition se déroule de la manière la plus transparente, tranquille, calme et qu'on conduise le bateau à bon port. Alors, merci pour la question parce que justement, c'est une fenêtre ouverte sur l'espoir, sur le futur qui est déjà là à nos portes. Je pense que c'est vraiment d'inviter tous les acteurs à la table. Les forces de défense ont fait ce pourquoi ils ont été formés, ce qu'ils savent faire, et on leur en sera toujours reconnaissant. Maintenant, pour la suite, oui, la transition effectivement doit se faire, comme le disait mon compatriote, sur une période relativement courte, mais il faudrait inviter tous les acteurs à la table. Donc, vraiment tenir compte de tout le monde, donc tous les acteurs politiques, les forces vives de la nation et tout, pour rebâtir ce pays. Seuls les militaires ne peuvent pas le faire seuls. Donc, moi, j'espère que ça va se faire dans les meilleurs délais, mais vraiment avec tout le monde, parce que ils ont été proches, ils sont proches, mais ils ne savent peut-être pas tout. Et quelque part, qui de mieux que la population elle-même pour justement, rappeler la direction à prendre pour ce pays-là qui est le Gabon. Donc moi, c'est vraiment l'espoir que j'ai. J'espère que ça va se faire comme ça. J'espère que que ce n'est pas juste un feu de paille. Et encore une fois, je me réjouis vraiment que ce soit arrivé sans qu'il n'y ait eu aucune goutte de sang. Et ça, ce n'est pas anodin pour moi parce que le prix d'une vie, franchement, c'est inestimable. Donc, j'espère que tout au long du processus, ça va se maintenir comme ça.
et que on va arriver au bout en fait. Donc c'est vraiment moi le mot l'espoir que j'ai. Donc que ce soit sous la forme, je sais pas, d'une conférence nationale, sous la forme de, je ne sais pas quelle forme ça va prendre, des assises ou quoi, j'en sais rien. Mais que quelque part tout ce qui doit être mis à plat est mis à plat, mais pour tout rebâtir, il faut que tout le monde puisse être à la table de discussion. Donc, pour moi, c'est vraiment inéluctable. Question indiscrète, très pressé de rentrer déjà au Gabon maintenant? Ben, c'est sûr que pas seulement maintenant, j'ai toujours eu cette volonté de rentrer et tout, mais là, quelque part, c'est sûr que bon, je vais même vous dire, c'est que la nuit du 30, en fait, je, c'est là que j'ai le plus souffert, je pense, de ne pas être dans mon pays. Je pense que là, cette nuit-là, j'aurais aimé être là-bas pour pouvoir justement vivre cette émotion, mais avec les miens. Quand je dis avec les miens, c'est pas simplement ma famille, non. Je pense que je serais sortie de chez moi pour aller à l'extérieur, vivre vraiment dans les rues et aussi toucher du doigt. Parce qu'il y a des images que j'ai vues et qui sont rares en Afrique. Vous savez, quand les militaires, les forces armées sont acclamées. Quand vous savez qu'ils viennent, ils donnent même des conseils aux jeunes. Vous savez, c'est votre pays, c'est notre pays. Ne cassez pas tout. Oui, on va vous libérer. Oui, ça va aller. Et là, les jeunes, enfin, comment dire, ont de nouveau de l'espoir. C'est ça, en fait, que j'aurais aimé vivre. Mais si je suis plus utile pour l'instant ici, il n'y a pas de problème. C'est un sacrifice que je peux supporter. Alors, c'est le même sentiment que vous avez eu, Franck, de vouloir vite Exactement. rentrer, célébrer au moins cette victoire et puis rentrer encore très vite chez Ben, soi ou j'étais aux États-Unis pendant 30 ans, je suis venu en France, je suis plus proche du Gabon aujourd'hui que je ne l'ai jamais été. Et donc, oui, j'ai mes yeux sur le Gabon, je me donne quelques années, et puis oui, j'irai au Gabon apporter aussi euh, ma pierre à l'édifice. Mais ce que je voudrais dire, c'est que pour pouvoir terminer, c'est que 2009, les Gabonais ont réellement pensé qu'ils allaient tourner la page. Malheureusement, Ali Bongo s'est imposé à nous. En 2016, nous avons pensé aussi que nous pouvons tourner la page, mais il s'est imposé par la force. En 2023, il semblerait que Ali était encore prêt à s'imposer par la force. Donc, comme disait ma compatriote, je salue ce que le général Bourguiba a fait. Mais je sais aussi une chose, c'est que tout ce qui est fait pour moi ou pour nous, sans ma présence, est toujours contre moi. Donc, le conseil que moi je donnerais, non seulement à l'armée, mais aussi aux politiques et à toute personne qui aime le Gabon, c'est qu'il faut que l'on puisse s'entendre. Donc, on accompagne nos militaires à faire du Gabon un pays où il fait bon vivre. Pas pour certains, mais pour tous les Gabonais. Et pour cela, j'encourage donc le nouvel homme fort du Gabon d'être attentif aux cris de la population, de voir exactement qu'est-ce que les Gabonais dans leur entièreté cherchent et veulent. Et ils doivent s'atteler à pouvoir assouvir les besoins du plus grand nombre. Et les politiciens doivent prendre leur mal en patience. Donc, ils doivent pouvoir aider ce jeune militaire qui a pris le pouvoir, l'aider à façonner un Gabon qui est idéal et qui est bon pour tous. Et le temps viendra où chaque Gabonais pourra réellement vouloir plébisciter le suffrage universel. Et ça sera cette fois-ci les Gabonais qui vont décider de qui va les diriger. Et quand il sera choisi par les Gabonais, il gouvernera les Gabonais. Voilà le genre de Gabon que oui, moi mais je veux Franck, voir. il y a aussi un autre phénomène en Afrique, et ça, on l'a vu un peu dans certains pays, lorsque le régime tombe, qui dit régime, il y a aussi des partisans hein, du régime qui souvent jouissaient de ce pouvoir, qui se retractent et qui sont probablement dans la peur, qui se posent la question, mais comment ça va se passer? Après, on se regarde en chien de faïence dans les quartiers. Est-ce qu'il y a un message à envoyer aux Gabonais dans ce sens? Tout à fait. Nous sommes Gabonais. Le Gabon est notre pays. Le Gabon est un pays qui est vaste. C'est la moitié de la France. Pour une population de 2 millions et quelques. Et encore, là, on dit 2 millions, les gens disent qu'en fait, on est même moins que ça. Donc, il y a assez pour tout le monde au Gabon. Il y a même assez pour les étrangers s'ils veulent venir et pouvoir prospérer au Gabon. Donc là, ce n'est pas le problème. Mais il faut qu'une fois, les Gabonais puissent enfin s'entendre. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui nous ont fait du tort. Ces gens qui nous ont fait du tort, selon la loi, ils devront payer les conséquences. Mais je ne suis pas pour la chasse aux sorcières, je ne suis pas pour brimer les gens sans raison.
mais je suis pour qu'on rétribue ce qui a été volé. C'est-à-dire, ce qui a été volé doit être récupéré, ce qui a été fait de mal doit être corrigé. Et si la correction, ils doivent aller en prison, je suis désolé, même si c'est un parent, il doit aller en prison. Parce que c'est ça la justice. Il y a des hommes et des femmes qui sont morts dans ce combat-là. Donc, on ne peut pas, une fois on est arrivé à déstabiliser ce système-là, de ne pas honorer, ne fût-ce que leur mémoire. La mémoire de ces hommes et femmes qui sont tombés, qui ont perdu de leur vie pour que les Gabonais vivent mieux. Nous devons de nous respecter les uns les autres. Nous devons d'être dignes les uns envers les autres et que chaque Gabonais compte. Il n'y a pas un Gabonais qui est au-dessus d'un autre Gabonais. Chaque Gabonais compte et chaque Gabonais a le droit de rêver. Et c'est le Gabon pour lequel je me bats aujourd'hui. Donc, ce que j'aimerais dire brièvement à mes compatriotes, c'est soyons sages, soyons équitables, soyons justes et aimons-nous les uns les autres. Parce qu'une nation où on ne s'aime pas n'ira nulle part. Il faut qu'il y ait un soubresaut patriotique. Il faut que les Gabonais apprennent à s'aimer à nouveau et ne pensent pas toujours que le voisin veut me faire du mal, le voisin veut me prendre mon pain. Non, il y a assez de pain pour tout le monde. Travaillons, bâtissons le Gabon, créons des richesses afin que nos enfants puissent être fiers et que les générations futures puissent dire qu'en 2023, les Gabonais ont tous pris une bonne décision et aujourd'hui, en tant que Gabonais, nous sommes fiers. Alors, c'est vrai que j'avais dit, c'était le dernier mot, mais vraiment dernier mot, Stéphanie. Est-ce que c'est dans le même sens que vous allez, un sursaut patriotique, mais qui n'exclut pas la justice, parce que les auteurs doivent être punis et cela doit servir d'exemple pour ceux qui viendront après, pour qu'ils ne commettent plus les mêmes erreurs. Ou bien Tout on à fait. efface, on passe l'éponge, bon, voilà. Non, on passe pas simplement l'éponge parce qu'il faut apprendre de nos erreurs. Parce que quelque part, oui, c'est vrai, on va vers le futur, mais il faut préparer ce futur et non pas hypothéquer ce futur pour que demain, après-demain, on retombe exactement dans les mêmes erreurs. Et donc, justement, c'est la raison pour laquelle, oui, il faut vraiment qu'il y ait justice. Il faut, comment dire, qu'il y ait aussi une rééducation de la mentalité sociale. Mais comme mon compatriote disait, effectivement, il faut qu'on réapprenne à s'aimer. Et comment dire, le diviser pour mieux régner, c'est quelque chose qui a toujours affaibli tout le monde. Tout le monde. Donc, les histoires de parler en termes d'ethnie, en termes de mon voisin, de ceci, il faut qu'on apprenne à parler, avoir une voix par rapport à notre pays qu'est le Gabon, tous autant que nous sommes, parce que tous les Gabonais comptent, mais tous les Gabonais, il faut qu'ils marchent sur un chemin droit. Et ça, on doit justement tracer ce chemin. Ceux qui ne marcheront pas sur ce chemin, il y aura la justice, il y aura les conséquences, mais c'est sur un même chemin que tout le monde devrait marcher. Ça, c'est pour que les choses aillent bien. Effectivement, je pense la même chose, oui. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci Stéphanie Padonou d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes coordonnatrice adjointe du Conseil gabonais de la résistance du Canada, présidente de la coalition de lutte contre les biens mal acquis du Canada. En tout cas, merci de nous avoir visités aujourd'hui. Merci à vous aussi, Franck Joctan. Vous êtes activiste politique et défenseur des droits de l'homme. Merci une fois de plus d'avoir été disponible. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis, mais n'oubliez pas de faire les petits gestes que vous connaissez déjà. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo. Cela nous aidera à parfaire notre référencement. Partagez massivement cette émission pour atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. Dites-nous également ce que vous pensez de cette émission. Cela nous fera plaisir. On se retrouve très prochainement, probablement dans le même cadre, avec, pourquoi pas, la même ambiance. Merci.